3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est à nos côtés, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Thierry Leclerc nous accompagne, le président d'Alpha Jet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Et Thomas Vett est également à nos côtés, le responsable du Fixed Income et gérant obligataire bien sûr chez Spirit Asset Management. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Oh, le gérant obligataire que vous êtes, Thomas. Comment vous avez reçu le message envoyé par la Fed et Jérôme Powell hier soir sur la partie macroéconomique? C'est ce qu'on décrivait avec Pauline. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il nous vend un scénario parfait pour 2026, plus de croissance, moins d'inflation. En tout cas, le marché l'a bien pris. Ouais. C'est déjà une première réussite pour lui. Hein. Il était attendu à ce niveau-là. Donc, pas de surprise au niveau des décisions. On se baissait les taux de 25 points de base. C'était attendu, pricé à quasiment 100% par le marché. La demi-surprise, c'est d'avoir tout de suite mis en place cet outil de réserve management, de management des réserves en cette fin d'année est aussi fort. 40 milliards par mois, c'est un montant conséquent sur quelques mois. Donc, le quelques mois, on peut estimer que ça sera jusqu'au mois d'avril. C'est là où les entreprises payent les impôts. Il y aura pas mal d'émissions aussi sur le début d'année à financer. Donc, ça rentre dans ce schéma-là. Après, l'économie qu'il dépeint, c'est une économie parfaite. Avec des révisions de croissance assez fortes par rapport au dernier meeting de septembre, 1,8, enfin 2,3 versus 1,8, 0,5 d'augmentation, alors que globalement on n'a pas eu de chiffre pendant un mois et demi suite au shutdown. Donc profitabilité de l'IA, c'est ce qu'il a mis en avant. Donc, gain de productivité. Gain de productivité, voilà. Ça, on verra ce qu'il en est. Sur l'inflation, il la voit refouler légèrement pour s'approcher de l'objectif 2,4% pour l'année prochaine, 2,1% pour l'année d'après. Avec l'idée que le choc des tarifs est transitoire. Je ne crois pas qu'il ait envie d'utiliser à nouveau ce mot-là, mais il l'a utilisé, mais c'est quand même l'idée. Il y a un peu de pression peut-être encore au premier trimestre, au début d'année, mais après, ça se dégonfle à nouveau. Alors, ça restera à prouver, mais c'est ce qu'il a dit. Il a vendu au marché, il disait que c'est plausible, mais pas certain. Pour le moment, l'impact des tarifs sur l'inflation américaine, elle peine à se voir. Pourquoi ? On en a déjà discuté ici, mais les entreprises n'ont pas encore répercuté les coûts sur les produits finaux. Ça commence tout doucement et on verra peut-être dans les chiffres la semaine prochaine si on a un peu plus d'un CPI la semaine prochaine. Un CPI la semaine prochaine, l'emploi la semaine prochaine aussi. Il y a pas mal de chiffres qui vont tomber après la réunion de la Fed. Donc, on verra ce que ça dit, mais rien n'est moins sûr que ça dure un petit peu plus longtemps. Que ça soit transitoire, ça semble assez évident économiquement parlant, mais combien de temps ça va prendre pour que ça se résorbe, on verra. Hier, à mon avis, le point le plus important qui était à attendre, c'était voir si la Fed est aussi... c'est aussi autant de dissidence et aussi dispersée qu'au mois de septembre, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de chiffres économiques. Donc hier, c'est ça. Hier, 9,3. 2 pour la hausse, 1 pour Miran qui est toujours qui a tenu sa 50 points de base à chaque 50 points de base, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que Miran a parlé il y a quelques semaines avant le meeting en disant qu'il se tiendrait à 25 points de base s'il y avait un consensus. Il y en a 2 qui ont été dissidents à la hausse, il a voté pour 50 points de base. Donc voilà, un peu le jeu politique. Mais outre cette dissidence sur ce meeting, déjà ce qui est intéressant de regarder, c'est les 2 dissidents. Jeffrey Schmidt et Goolsbee. Donc Jeffrey Schmidt était déjà dissident au mois de septembre, Goolsbee nouveau dissident. Ces 2 membres votants de la Fed qui sont pas au board, donc ils sont Fed régionale, qui vont sortir des membres votants dès le mois de janvier, qui seront remplacés par 4 nouveaux. Et sur les 4 nouveaux, ça ne nous apportera pas grand-chose. 2 Okish, 2 Dovish. Il y a Laurie Logan qui va rentrer à Dallas et Bess Hamack à Cleveland qui sont aussi à Okish, donc qui voteront, à mon avis, dans le même sens. Et Miran, lui aussi, va être remplacé fin janvier par le prochain président de la Fed, sûrement. Sûrement Kevin Hassett maintenant, à moins d'une grande surprise. On verra en début d'année. Donc ça ne changera pas grand-chose au l'équilibre, au rapport de force. Mais la dissidence s'est faite aussi au niveau de tout le FOMC, parce qu'il y a 12 votants, mais il y a 19 membres au FOMC, on le voit dans le DOT. Pour 2025, il y en a quand même 6 qui ont voté pour maintenir les taux à ce niveau-là. Donc les 2 votants et 4 non-votants. Donc déjà 6 sur 19, ça fait quasiment un tiers du FOMC qui était pour maintenir les taux à ce niveau-là. Après, Powell nous a très bien vendu aussi une baisse en 2025 et en 2026, une baisse en 2027. Ça n'a pas changé par rapport à septembre. Par contre, quand on regarde l'amplitude de la dispersion, elle est monstrueuse. On n'est qu'au début de la fragmentation du FOMC. Sachant que on se rapproche du taux neutre, ça devrait continuer à s'amplifier. Et
Ça veut dire quoi pour le marché, ça, et pour l'investisseur? Une banque centrale, une Fed moins lisible, plus compliquée à lire, une parole aussi peut-être moins performative ou plus démonétisée, je ne sais pas comment le dire. Encore plus data dependent. Ouais. Encore plus data dependent, et le nouveau président de la Fed ne va pas changer grand-chose parce que le comité est dispersé et on se rapproche du taux neutre. Ils seront de plus en plus data dependent, donc beaucoup plus de volatilité à attendre encore sur les marchés obligataires en fonction des données qui vont arriver. Volatilité qui s'est d'ailleurs bien écrasée en cette fin d'année sur les marchés obligataires. Vous êtes convaincu, Benoît, chez Dulubac Asset Management, que évidemment le scénario ne se déroulera pas comme prévu et que la Réserve fédérale américaine ne s'arrêtera pas à une seule baisse de taux l'an prochain et qu'elle va même peut-être devoir poursuivre son action beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer, Benoît? Oui, alors c'est vrai que le rôle de la Réserve fédérale américaine, il est particulièrement compliqué en ce moment. Un manque de lisibilité statistique déjà. Donc, comment vous menez votre politique si vous n'avez pas toutes les données alors que vous expliquez bien que vous avez besoin de ces éléments-là? Une pression politique forte, donc il faut justifier son indépendance en face des marchés. Là aussi, c'est un sujet qui est compliqué. Et une croissance quand même qui a subi un choc. Et quand on regarde les prévisions hors Fed, on est sur des prévisions qui sont sur des taux de croissance plutôt inférieurs à 2. Inférieurs à 2 aux États-Unis, quand on regarde depuis les années 95, si on exclut 2008-2020, la croissance US est toujours plus de 2%. Donc nous, en Europe, on se réjouirait de ce niveau de croissance-là. Aux États-Unis, ça commence à devenir tendu. Donc il est fort probable qu'effectivement, on ne s'arrête pas, comme on le dit, et à ce beau tableau qui est un peu parfait, et peut-être un peu parfait pour justement limiter les pressions politiques et se donner un peu de temps du côté des membres de la Fed d'essayer de reconstruire un consensus pour repartir un peu de manière plus claire vis-à-vis des marchés. Sur la base des données qui vont arriver. Sur la base de la réalité statistique. Un point manquant important. Exactement. Mais ça leur demandera un petit peu de temps. Et donc, on a bien eu un choc quand même de croissance, même si ils ne peuvent pas le dire comme ça et ça devient compliqué de l'analyser pour le moment. Et donc, oui, on a plutôt le sentiment qu'on aura encore des mouvements de la Fed. On a quand même ce travail sur le bilan de la Fed. Qui pour le moment n'est pas un quantitative easing. On ne parle pas de quantitative easing, mais on relâche de la liquidité sur le marché pour des raisons techniques, de soulagement du marché de court terme, etc. Mais c'est quand même aussi un soutien sur les liquidités du marché, un levier, en tout cas une aide pour baisser les taux courts. Donc tout ça est en train plutôt de se mettre en place pour soutenir la croissance. Et essayer de relâcher la pression politique en parallèle. Donc c'est pas facile comme chemin à trouver, mais bon, moi j'ai plutôt le sentiment qu'ils sont en train de le trouver, et de fait qu'on aura un peu plus de baisse de taux directeur. Ouais. Au moment où on s'interroge sur l'indépendance de la Fed, mais l'indépendance en général des banques centrales, la question de la domination budgétaire, etc., ce programme d'achat de bons du Trésor américain, il rentre bien dans le mandat de la Fed aujourd'hui. Ça ne nous amène pas à déborder sur le terrain politique ou, je sais pas, de la gestion des émissions du Trésor américain, par exemple. Non, c'est pas le sujet, c'est bien cadré et c'est expliqué. La réalité, c'est que ça fournit de la liquidité au marché. Oui. La baisse des taux en fournit aussi. Mais c'est une conséquence, c'est pas l'objectif. Tout à fait. Et donc ce sera un moteur quand même de soutien pour l'ensemble des marchés, au moins au début d'année. On va voir ensuite comment ça se déroule, mais c'est bien un soutien marché obligataire, marché action, avec un peu plus de liquidité globalement. Ouais, bon. Je sais que c'est toujours un sujet que vous regardez quand même en tant que gérant action, forcément, Thierry. Et on l'a vu d'ailleurs, les secousses, la volatilité du mois de novembre a été beaucoup liée à ces histoires d'anticipation de baisse de taux. C'est vrai qu'on a une volatilité des anticipations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ça se retrouve aussi dans les marchés d'actions et d'actifs risqués en général. Tout à fait. Alors nous, la volatilité, on connaît. Donc, sur les actions, je parle. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de choquant. Mais par contre, pour la Fed, les banques centrales en général, et la Fed en particulier, depuis 30 ans, 40 ans, c'est vraiment sa ligne conductrice, c'est d'essayer de donner le plus de visibilité possible au marché. Et là, on est arrivé effectivement à un moment où c'était compliqué. Bon, alors, il y avait le fait qu'il manquait de données, mais il y a quand même l'impact final des tarifs douaniers sur l'inflation. Bon, c'est pas complètement fini. C'est pas complètement tranché. Il y a le taux de chômage, l'emploi. Il y a des questionnements qui apparaissent avec la thématique liée à l'intelligence artificielle.
Donc ça fait... Et puis, bon, même si on commence à avoir peut-être un peu plus de visibilité sur le prochain président de la Fed en lui-même, mais bon, il y a eu aussi des questions là-dessus. Donc, on n'avait pas la... Enfin, je pense que... Enfin, moi, je ne suis pas particulièrement suiveur de la Fed. Comme vous dites, comme tous les investisseurs, on est obligé de bien regarder ce qui se passe. Mais je ne suis pas un spécialiste de chaque président régional, etc. Non. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a eu un peu plus de questionnement, de volatilité que d'habitude. Et c'est vrai que l'éléphant dans la pièce, c'est aussi l'impact de Trump, puisque en gros, on sait qu'il veut... sa ligne, elle est quand même très claire, très directrice. Et a priori, le prochain président... aujourd'hui, qui est dans les petits papiers, serait vraiment... aura pour mandat de pousser au maximum, le plus loin possible, déjà un assouplissement monétaire. Ouais, il a fait allégeance plus ou moins à nouveau, de ce que je comprends. Donc c'est vrai que c'est une période assez particulière, et pour une fois, effectivement, mais je pense que quand on regarde, si on prend un peu de recul, on peut comprendre les raisons pour lesquelles il y a effectivement une dispersion dans les votes, une dispersion de la lecture du scénario macro. Ouais. C'est vrai que ça serait bien que ça se normalise pour tout le monde. Et peut-être qu'effectivement, moi, j'étais très surpris par la remontée aussi significative de la croissance pour l'année prochaine. Bon, alors peut-être qu'ils veulent vraiment dresser un tableau plutôt sympathique pour la fin d'année, pour que les repas de Noël des Américains ne soient pas trop agités à ce niveau-là. C'est une année d'élection, demi-mandat, l'impulsion budgétaire, elle ne s'arrête pas. Oui. S'il y a en plus des gains de productivité et des dépenses de CAPEX qui continuent, c'est vrai qu'on peut avoir un scénario un peu booming aussi pour l'économie américaine. Sous votre contrôle, j'en sais rien. C'est une des hypothèses. Mais on peut défendre le scénario du grand ralentissement aussi. Après, là où ils ont été tous d'accord, où Paul nous a indiqué où ils étaient tous d'accord, c'était sur un aspect. C'est l'inflation est trop haute et le taux de chômage, le marché de l'emploi est en train de se fragiliser. On est tous d'accord là-dessus et il n'y a pas de dissension par rapport à ça. C'est juste... comme il y a un double mandat inflation-emploi, où c'est qu'on met le curseur. Et là, ils ne sont pas d'accord sur le curseur, où mettre le curseur. Je comprends. C'est tout. Et pour mettre le curseur, il faudra des données économiques, d'où le data dependency. Et ça arrive la semaine prochaine. Voilà. Un mot rapide des autres banques centrales. Je ne sais pas, la BCE la semaine prochaine... de plus en plus, le marché considère qu'elle est en pause prolongée et que le prochain mouvement a, une chance sur deux d'être à la hausse désormais. Oui, alors on a eu le commentaire de Schnabel qui a complètement réduit à néant les perspectives, puisque dans le marché, jusqu'à présent, il y avait une perspective d'une baisse de taux directeur dans le courant de l'année. Alors, fin du premier, entre le premier et le deuxième semestre, à peu près. Pour elle, c'est plus le sujet. Alors, le marché a complètement effacé ces perspectives-là. Par contre, la hausse de taux directeur, on ne la comprendrait pas. Il n'y a pas de logique. La croissance est correcte pour la zone euro, autour de 1%, mais elle n'a rien d'explosif. L'inflation, elle est à 2%, mais dans certains pays comme la France, elle est largement en dessous. Oui. Donc, il n'y a pas de sujet de hausse des taux directeurs. Là où je rejoindrais ce consensus, c'est que je ne voyais pas non plus l'intérêt d'une baisse d'un quart de point, parce qu'une baisse de quart de point, ça a quoi comme impact sur la croissance ? Pas vraiment grand-chose, on ne peut pas dire que ça change les choses. Est-ce que la BCE, parallèlement, a intérêt à griller ses munitions, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas de choc exogène ? Je ne vois pas l'intérêt. Et je pense qu'elle a en tête cette longue période de taux à zéro qui était quand même assez douloureuse, ou taux négatif qui était quand même assez douloureuse. Donc pour moi, le statu quo, il est assez logique. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour le soutien à la croissance, mais en même temps, à un moment donné, la BCE, à elle seule, ne peut pas faire tout le travail de la croissance. C'est ça le sujet. Elle privilégie sa crédibilité là aujourd'hui d'une certaine manière. Bon, sur la BCE, Thomas. Non, il n'y aura pas de surprise déjà la semaine prochaine. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Benoît. Par contre, on peut voir aussi sur les marchés obligataires européens, malgré le fait, les annonces de Schnabel, les anticipations de taux directeur, le prochain mouvement pourrait être une hausse. Bon, déjà, c'est pas avant 2027 dans ce qui est pricé. Et on a déjà du mal à voir clair à 6 mois. J'entends. Alors, quand le marché est c'est fragile. Comme hypothèse, c'est fragile. Ça change pour le moment. Mais bon, je sais pas, j'ai pas regardé d'historique là-dessus, mais combien de temps les banques centrales restent en pause ? J'ai l'impression que c'est... Si, ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être long, il n'y a pas de problème. Ils sont au niveau du taux neutre. Il n'y a pas qu'en Europe qu'on commence à pricer qu'un mouvement prochain sera à la hausse. Non, en Australie, Nouvelle-Zélande.
50, etc. Ouais. Ça commence quand même à cranter un peu Ouais, c'est à ça. gauche à droite. Alors, sur des économies très ouvertes, très avancées, très cycliques. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça se fait pas sous fond d'inflation ou d'anticipation d'inflation plus haute. Parce que les break-even, les anticipations d'inflation restent cadrées autour de 2%. Ça se fait pas non plus, comme à mon avis Paul l'a dit hier, sur des anticipations de marché, enfin des anticipations d'augmentation de la croissance par le marché. Ça se fait plus par est-ce que les taux neutres dans cet environnement actuel seront plus élevés? Et je pense que c'est ça qui est en train de se repricer un petit peu partout. Question du je mets potentiel de croissance. Je mets le Japon de côté, hein. Mais c'est là que le taux neutre devrait être plus haut, vieillissement de la population. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà évoqués ici. Ça, et c'est ce que le marché est en train d'un peu repricer. Sinon, les break-even partiraient aussi à la hausse, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est autre chose. Bon. On verra. Et rapidement sur le Japon, parce que là aussi, ce sera la toute dernière réunion d'une grande banque centrale, en tout cas pour cette année 2025. Ok, ils devraient monter les taux, normalement. Hein. Ils sont à 0,50, passer à 0,75. Là, sur les anticipations sur l'année prochaine, on est... Le marché a bien entendu le message cette fois. Il n'y a pas de, de sujet. Non, et puis les cours sont extrêmement pentus. Hein, au Japon. C'est la plus pentue du G7. Exactement, 240 points de base entre le 30 et le 2. C'est la plus pentue du G7. Ça deviendra, je pense, une opportunité dans quelques temps. C'est beaucoup trop tôt. Encore. C'est pas stabilisé. Alors, c'est pas stabilisé. Ils sont encore en phase de remontée des taux. C'est encore un petit peu incertain. On attend des taux finaux autour de 1,25, 1,50 au Japon, ce qui est extrêmement élevé historiquement pour la zone. Mais avec un 30 ans qui est à 3,40, c'est des niveaux qui sont déjà extrêmement intéressants. Donc, on verra comment ça va évoluer. Sur le Japon, Benoît, là aussi, comme la Fed a retenu la leçon de la crise du repo en 2019, la Banque centrale japonaise avait passé des semaines à faire une forme de mea culpa après cette petite communication mal ficelée qui avait généré quand même pas mal de volatilité au cœur de l'été 2024, au début du mois d'août. Benoît, là aussi, les enseignements ont été tirés de cette situation? Oui, clairement, là, c'est géré. J'ai l'impression que c'est dans les marchés. Et puis, quand on revient un petit peu sur les perspectives, sur les décennies perdues par le Japon, et enfin, quelque part, un retour à une certaine normalité du Japon, je dirais que quelque part, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on revient sur un pays qui retrouve des indicateurs économiques classiques d'un pays classique. Donc ça, c'est assez intéressant. Comme je l'ai dit, sous forme de boutade, mais pas que, je ne pensais pas voir de mon vivant, de ma carrière de journaliste, le Japon sortir de cette spirale déflationniste. Bon, avec 240% de dette sur PIB. Donc non, mais on connaît les caractéristiques du Japon. Normal, mais attention quand même à l'impact de hausse de taux quand il faudra rôler toute cette dette. Hein. Les assureurs, les pension funds, etc. Ça peut être un peu douloureux quand même pour eux. Venons-en à l'IA, Thierry. Et je veux bien un petit commentaire sur Oracle, effectivement. Donc, on a compris que c'était le maillon faible. Il y avait eu, au cœur de l'été, là aussi, une envolée du cours de bourse de 30%. Larry Ellison devient l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures, quelques jours. Et puis, derrière, c'est quand même une succession, donc sur un deal avec OpenAI, bien sûr. Et puis, derrière, c'est quand même une succession de déceptions. Hier soir encore, à l'occasion de la publication des résultats, Pauline le disait, pourtant, les chiffres sont à la hausse, c'est double digit, croissance, etc. Mais toujours plus de capex pour une boîte qui brûle du cash. Tout à fait, c'est ça. Donc les résultats étaient très bons. Hein. Voilà. Donc ça faut. On dissocie bien la performance économique. Exactement. Du sujet, après, par contre, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on s'en fiche un petit peu. Là, c'est ce on regarde essentiellement, pour pas dire uniquement, le cash. Et donc ils ont annoncé qu'ils avaient cramé 10 milliards de dollars de cash sur le trimestre. Le consensus était plutôt à 5 milliards, enfin un peu au-dessus de 5 milliards. Donc c'est une grosse surprise négative. Il faut savoir qu'ils ont un peu plus de 105 milliards de dollars de dette nette Oracle. Donc c'est pas du tout comme les autres. C'est pas Microsoft, quoi. C'est pas Microsoft, c'est pas ou Meta ou Google, c'est pas comme c'est une boîte qui partait la même solidité bilancielle. Oui, exactement. Donc, ils crament du cash. Ils ont déjà un bilan qui est lesté. Et en plus de ça, maintenant, je pense que la lecture qu'on peut faire, c'est que, en gros, ils se sont fait un peu refourguer la patate chaude. C'est-à-dire que, en fait, le cycle de vie des puces IA, on ne sait pas vraiment, en fait. Et donc,
Bon, alors tout le monde dit fantastique l'IA, l'usage, les interactions, tout ça, mais derrière, donc, il faut mettre des capacités pour que ça tourne. Et eux, donc, ils ont été prendre un risque de mettre des capex, donc de créer ces data centers pour faire tourner les... Et donc, en fait, OpenIA, ils leur ont fait en face un deal de 300 milliards de dollars sur 5 ans. 5 ans, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus... Alors, le chiffre, il est astronomique, mais sur 5 ans, c'est pas si long que ça. Et eux, donc, ils sont obligés de sortir de terre des data centers avec des puces NVIDIA qui coûtent excessivement cher, qu'il faut déprécier très rapidement avec une durée de vie. Bon, Meta... 1 giga de puissance, c'est 40 à 50 milliards d'euros. Voilà. De dollars, pardon. De dollars, exactement. Donc ça va très vite. Et finalement, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Et ce qu'on voit, c'est que... C'est terrain inconnu, quoi. C'est terrain inconnu. Enfin, pour eux, Ouais. ce que je veux dire, c'est on ne sait pas si c'était le bon choix qu'ils ont fait. Voilà, qu'ils se sont positionnés au bon endroit, compte tenu de leur taille, et ce qu'ils ont mis en place. Alors, en fait, pour compléter, pendant la conférence de presse, donc on a posé, enfin, les investisseurs ont posé des questions assez simples, dont la première qui est mais combien ça va coûter tout ça au final. Et donc il y a 2 nouveaux CEO qui ont, enfin donc le board, enfin les dirigeants ont changé, enfin c'était prévu de longue date, mais donc les 2 nouveaux dirigeants, bon, c'est pas de peau, ils arrivent pour une conférence, leur première conférence qui se passe pas très bien, et ils n'ont pas répondu à cette question. Donc c'est quand même un peu pas capable de mettre un chiffre. Non, ils ont pas répondu. Voilà. Et pareil, quand on leur a dit mais quelle est la durée de vie de vos investissements, sur combien de temps on amortit. Voilà, tout ça. ils ont un peu botté en touche. Donc c'était les questions les plus chaudes et ils ont un peu ils ont fait un pas de côté. L'épreuve du temps nous permettra de comprendre un peu mieux la durée de vie d'un GPU, etc. Exactement. Il faut se rappeler, la durée de vie d'un GPU, je sais pas. En tout cas, je sais que Nvidia sort une nouvelle puce par an. Donc, et ils ont exactement, vous avez tout à fait. C'est comme l'iPhone, l'iPhone ça peut durer pendant plusieurs années, mais il y en a un nouveau par an. Voilà, c'est tout à fait, c'est hyper important ce que vous dites, c'est que c'est un peu nouveau aussi chez Nvidia, c'est qu'ils ont dit bon maintenant il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait une puce vraiment la top du top, le dernier cri qui sort tous les ans, donc ça veut dire que forcément ça met un coup à la précédente, donc aller mettre des centaines de milliards sur la table sur une puce qui peut se révéler assez vite obsolète, ça pose question. C'est une vraie question. Et puis, sans parler des autres qui bougent aussi. Parce que donc Google, on voit qu'ils ont... c'est le fait marquant de cette fin d'année. Voilà, ils ont fait un énorme rattrapage par rapport à OpenAI, qui n'était pas tout à fait... On pouvait se douter qu'ils n'allaient pas rester les bras croisés. Ils ont la capacité. Tout le monde va avoir ces puces, ASIC, TPU, etc. Enfin, tous ces nouveaux noms vont venir concurrencer les fameux GPU d'NVIDIA. C'est intéressant de suivre Broadcom ce soir. Tout à fait. C'est aussi Donc il se passe beaucoup de choses. Oracle, le maillon faible, l'expression que vous utilisez. Ouais, on ne sait pas trop. En tout cas, aujourd'hui, ils sont pas bien. Et ce qui, pour vraiment expliquer la baisse du cours, il faut avoir un élément en tête important. C'est le CDS. Voilà, donc très endettés. Ils sont investment grade, mais leur CDS, c'est à peu près 120 points de base. Pour un CDS normal aux États-Unis, on est plutôt à 50 points de base. Donc il se passe quelque chose, le marché, et on sait très bien que quand le marché couvre son risque. Couvre son risque et ça passe. Comment on met en place un CDS? On short l'action en face. Donc là, du coup, ils se sont mis dans une spirale pas super. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire Oracle, au terme d'une année qui a été quand même très tournée vers l'IA et l'intelligence artificielle et les infrastructures qui vont avec, Benoît? Oui, c'est plutôt sain, quand même, que le marché, à un moment donné, fasse le tri. Il fut un temps pas si éloigné que ça où on comptait le nombre de fois un CEO citait le mot IA dans sa conférence de presse. Évidemment, plus il le citait, plus le cours montait. J'exagère à peine. Donc on revient. Il y a quand même ce retour à la réalité qui est en train de se mettre en place. Parce que oui, c'est bien d'aligner des dizaines et des centaines de milliards d'investissements, mais est-ce que ce sera rentable? Et c'est ça la question fondamentale. Alors certains comme Google peuvent se le permettre, là où Oracle joue plutôt son avenir en fait. Ouais, c'est ça. Et puis le rôle de ces gens-là, c'est la survie d'Oracle qui est en jeu. Mais le positionnement en tout cas et l'avenir dans ce modèle. Qu'on me comprenne mal, mais c'est si ça se passe mal pour Oracle, c'est pas comme le métaverse avec Meta. C'est-à-dire que Meta a cramé des dizaines de milliards dans le métaverse,
mais au final, jamais la viabilité de l'entreprise a été mise en question. Oui, tout à fait. Et puis dans cet écosystème de l'IA, il y aura des simples fournisseurs de capacités et puis d'autres qui apporteront de la vraie valeur ajoutée. Donc les valos ne sont pas les mêmes en fonction du rôle dans lequel vous êtes dans cette chaîne de responsabilité et de fonctionnement. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place. Donc c'est plutôt simple parce que le marché commence à faire le tri maintenant. Ça se passe plutôt en bon ordre. C'est pas des mouvements non plus. Voilà, tout ne baisse pas d'un coup. On fait le tri et le marché essaye en tout cas de discerner quels sont les enjeux de chaque entreprise sans aller vendre tout d'un coup. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Globalement, ça nous rassure. De la même manière que sur Nvidia, on commence à avoir de la concurrence qui arrive. Voilà, tous ces éléments-là rééquilibrent le marché américain. Probablement, ces 7 magnifiques vont plus être 7 magnifiques, mais vont faire partie de plusieurs valeurs. On parle de Broadcom qui est en train de monter. On a créé les paniers qui vont bien. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, on est en train de rediversifier, de rééquilibrer ce marché et plutôt en bon ordre, sans mouvement de panique. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour un investisseur. Ouais. Bon, l'IA devient un sujet crédit, là, c'est ça. Enfin, l'exemple d'Oracle est peut-être un peu extrême, d'ailleurs. Mais oui, il y a de la dette IA qui va venir inonder le marché et qui va se retrouver dans les indices crédits, alors que la tech américaine n'était pas grosse émettrice de dette. Oui, tout à fait. Il va bien falloir financer tout ça. Donc, il y a des cash flows, un peu quand même bien aussi. Sûr, le marché obligataire va jouer son rôle aussi. Ce sera une des sources de financement. Ça sera une des sources de financement. Le cas d'Oracle, effectivement, c'est l'entreprise la plus endettée dans le secteur et avec le rating le plus bas, les investment grade triple B, mais déjà sous surveillance négative par 2 agences. Suite aux résultats, ce serait assez probable que ça dégrade d'un cran, triple B moins, ça reste le dernier cran investment grade, ça va, sachant que, comme Thierry l'a dit, le CDS est à 125 points de base. 125 points de base, c'est déjà des niveaux qui sont proches du haut du high yield. D'accord. Aujourd'hui. Donc W+, triple B moins. Donc le marché fait son travail, les agences de notation vont le faire. Par contre, attention à la dégradation, ça pourrait être quand même un deuxième choc pour Oracle. Il ne faudrait pas que ça passe à yield, parce qu'on sait que quand vous avez des émetteurs, sachant qu'Oracle c'est un gros émetteur obligataire, comme vous l'avez dit, la tech n'est pas encore très représentée dans les indices globaux. Par contre, dans les indices, on va dire tech, c'est le plus gros émetteur tech obligataire. Donc, s'il venait à sortir d'investment grade pour entrer dans le high yield, vous aurez des flux massifs de vente sur l'obligataire et potentiellement une envolée encore un peu plus forte du CDS. Donc, attention à ce que vont faire les agences de notation. Elles sont bien au courant de la situation aussi. C'est pas dans leur intérêt non plus d'aller... Qu'est-ce que ça change de voir ces dizaines, voire ces centaines de milliards de dollars ou d'euros d'ailleurs, puisqu'on peut avoir des émissions en euros de la part de ces hyperscalers américains. Qu'est-ce que ça change au marché de crédit là pour 2026, Thomas ? Ça crée des émetteurs en plus. Ça augmente la taille des émissions. C'est toujours bon. Donc le gâteau grossit. Il y a suffisamment de demande en face, ou est-ce qu'il y a des émetteurs qui vont se retrouver peut-être avec un assèchement de la demande Pour le moment, il y a vraiment de la demande en face. Les spreads de crédit sont au tapis malgré des taux d'intérêt qui ont quand même bien baissé. Donc le marché est prêt, à mon avis, à absorber ça. Encore une fois, le marché obligataire, à mon sens, ça c'est mes déformations de gérant obligataire, est un peu plus cautionneux que le gérant le gérant action. Donc il fera attention au capex, il fera attention aux dépenses. Ça suffira pas de dire IA pour le marché obligataire. Il faudra prouver que le financement se fait avec des revenus derrière. Oui, mais ça compense un peu effectivement les actionnaires qui, eux, aiment voir les fusées qui s'envolent, les étoiles, etc. Il faut que l'obligataire rappelle. Ça balancera un petit peu la situation de ces groupes aussi. Quand ils vont trop loin, l'obligataire rappelle. D'accord sur l'idée qu'il y en aura pour tout le monde quand même en tant que sur le crédit l'an prochain, parce que grosse taille quand même. Et puis c'est une dette de grande qualité, donc le papier va s'arracher, j'ai aucun doute là-dessus. Mais pour des émetteurs plus fragiles qui ont besoin de se financer, de se refinancer, est-ce que ça peut créer des tensions Alors c'est toujours bien que le marché obligataire se diversifie par des émetteurs qu'on n'avait pas et des secteurs qui étaient sous-représentés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose globalement. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, il y a de la liquidité sur les marchés. Le flux sur le primaire, il est très bon. Donc il n'y a pas de sujet pour le moment. Le marché peut absorber. Donc c'est plutôt positif. Et c'est ce qu'on se disait. Certes, les spreads sont limités, mais les rendements restent rémunérateurs.
Donc les investisseurs sont là et donc on peut encore absorber sans aucun problème. Un mot peut-être du cas Nvidia aussi, là aussi en cette fin d'année, Thierry, vous avez mis à jour une recherche sur le titre là en début de semaine. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui est écrit dans votre papier de recherche, d'ailleurs, c'est Nvidia ne cesse d'être moins cher. Oui. L'histoire d'Nvidia depuis 4-5 ans maintenant, c'est que c'est un groupe qui vaut toujours moins cher et de moins en moins cher en bourse. Ouais, pour mettre juste quelques chiffres en tête, donc sur une période de 5 ans, pour pas non plus partir sur trop long, sur une trop longue période, il y a 5 ans, Nvidia valait à peu près 50 et aujourd'hui on vaut à peu près 25. C'est l'ordre de grandeur. Il y a 5 ans, ChatGPT n'existait pas. Ou en tout cas, dans des garages. Hein, c'est ça. C'est ça. Alors donc ça valait plus cher avant tout ce qu'on vient d'avoir sur les 3 dernières années. Bien sûr. Est-ce que certains étaient au courant? Enfin, oui, non, mais l'IA générative existait déjà. Oui, mais ils n'ont pas attendu OpenAI pour dire qu'ils avaient des puces qui allaient bien. C'est un sujet qui bosse depuis très longtemps en interne, donc c'est pas non plus une surprise. Ils ont eu un peu de chance d'être là au bon moment, mais c'est pas non plus complètement. Voilà, juste aussi pour avoir quelques chiffres en tête, sans trop matraquer de chiffres, le cours de bourse sur 5 ans, il a fait x13, les résultats par action x19, et le free cash flow, puisque donc on a dit, c'était ça le nerf de la guerre, x27. Donc en plus, je veux dire, c'est moins cher facialement, mais bon, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses en termes de cash qui vont pas? Non, ça clignote vert aussi. La vision qu'on peut avoir de Nvidia, elle est quand même. Moi, je vois pas de grand chose d'inquiétant à la minute où on se parle. Pas de faille ou de vulnérabilité béante, quoi. En tout cas. Non. D'un point de vue purement boursier, c'est pas. On se dit pas, on est dans une anomalie. Voilà. Après, quand on regarde encore un peu plus dans le détail, il y a par exemple, il y avait des questions sur leur publication au troisième trimestre, du troisième trimestre 2026, donc qui est le troisième trimestre calendaire pour nous. Qui était, est-ce que finalement, ils ne sont pas en train de, par exemple, laisser filer les créances clients? Voilà, c'est en disant, OK, OpenAI, OpenBar, non, je ne fais pas cette... mais bon, est-ce que c'est... et en fait, est-ce que les gens payent, quoi? Est-ce que les gens payent? Est-ce qu'il n'y a pas de problème chez ceux les clients? Et donc, on regarde, donc c'est un métrique financier de suivi de liquidité. Donc, le délai de recouvrement, ça s'exprime en jours. On était à 42 jours il y a un an. Aujourd'hui, on est à 49 jours. Et à la fin du troisième trimestre, en moyenne, on était à 49 jours sur les 10 dernières années. D'accord. Voilà. Donc on n'est pas hors norme. Non, on est complètement. Il y a pas de. Il y a là-dessus, on a déjà fait des 60. Alors c'est le cycle économique. Faut pas. Même si on était à 60, je vous dirais pas. Là, il se passe quelque chose. Il peut y avoir des très bonnes raisons. Alors l'élément, par contre, très important à avoir en tête, c'est que 2 clients. Quand on regarde le dossier, donc boursièrement, on a dit, il n'y a pas de. Il y a eu des résultats qui ont expliqué la hausse du cours. Sur ce qui se passe commercialement, est-ce qu'ils ont 92% de part de marché sur les GPU. Ils auraient perdu, d'après les estimations de cabinets de recherche, 1,5% de part de marché au troisième trimestre. Donc bon, voilà, il y a un effritement, mais bon, 92, ça reste plutôt confortable massif. Pour les commerciaux d'NVIDIA. Par contre, l'élément vraiment inquiétant sur le cas d'investissement, c'est que 2 clients représentent 39% des commandes. Voilà. On était à 25% il y a un an. C'est des chiffres à fin août. Ils n'ont pas pu recommuniquer dessus à la fin du dernier trimestre. Donc, à fin août, ils avaient communiqué dessus. 39% les 2 premiers clients. Donc, c'est Microsoft. Je sais pas. Ils n'ont pas les noms. Non, il n'y a pas les noms. Donc, ça peut être, entre OpenAI, Microsoft. Je ne vais pas vous dire. Je ne sais pas. Je ne les ai pas, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais c'est dans cette sphère-là. Oui, voilà, évidemment. Il n'y a pas un client surprise. Non, mais je ne sais pas lesquels. Donc, l'élargissement de la base de clients, c'est quelque chose qui prend du temps. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, à la minute où on se parle, on est plutôt au contraire. Donc, s'il y a des sujets... En fait, c'est vraiment OpenAI qui est au centre de toute la constellation. Bien sûr. C'est pas coté. Je pense qu'on aimerait bien tous avoir une valo d'OpenAI tous les jours et savoir une communication bien tamponnée par toutes les administrations, savoir ce qui se passe, des comptes bien propres. Je dis pas qu'il y a des mal, non. Mais bon, ça serait quand même bien. Donc, on n'a pas tout ça. Et voilà. Non. Peut-être que SpaceX sera coté avant OpenAI, mais là, c'est encore une autre histoire.
C'est ce qui se dit. On verra. Oui. Gardez la parole, Thierry. Il nous reste quelques minutes. Là, un mot, stratégie d'investissement. Là, pour quelles sont les convictions que vous avez sur 2026 ? Est-ce qu'il y a des tendances 2025 qui se poursuivent naturellement selon vous ? Ou est-ce qu'il y a des choses à changer, à reparamétrer ? Je ne vais pas répondre complètement à la question. Enfin, je vais plutôt prendre l'angle 2025 puisqu'on est en fin d'année. Et puis on se reverra en début d'année si ça vous dérange, avec plaisir pour refaire le point sur 2026. Mais en fait, c'est marrant, mais je commence à voir des papiers sur la bulle sur les bancaires. En Europe ? En Europe. Oh. Voilà. Donc, non, mais... Bulle de valorisation ? Non, mais en fait, si on prend une moyenne de plusieurs indicateurs, on est quand même à pratiquement plus 2 écarts types au-dessus. Donc par exemple, des price earning ratio, le cours sur les fonds propres. Voilà, on prend un panier de ratios de valorisation. Et quand on regarde ça, on fait la moyenne par rapport à la moyenne des 15 ou 20 dernières années. Alors, ils ont pris le boulot pendant 20 ans. On est des années, mais aujourd'hui, on est 2 écarts types au-dessus de la valo moyenne constatée ces 10 à 15 ans. Donc, certains disent on a peut-être un sujet en plus de ça. Parce que on parle du côté américain, on dit il y a des problèmes de valo ou pas, mais il y a énormément de croissance, puisque la croissance, la croissance, elle est pour les banques cette année en Europe. À part quelques animaux particuliers, oui, effectivement, c'est pas du thème de croissance. On est parti en début d'année, on était à moins 3% de croissance sur le secteur, on finirait là à plus 2. Donc oui, c'était il y a un petit peu de révision, mais facialement, ça reste donc voilà. Donc ce que je veux dire pour conclure, on va pas réattaquer forcément. On était assez long sur les banques et on est content, on a fait une belle année là-dessus. Mais peut-être qu'il faut faire attention. Peut-être que cet argument valo, il est pas si. C'est vrai que ça fait sourire tout le monde, bien sûr, mais peut-être qu'il y a quand même un sujet. Intéressant. Bon, stratégie d'investissement. Pour démarrer 2026, en tout cas. Pour démarrer 2026, alors pas de forte conviction dans un sens ou dans un autre. En fait, quand on regarde un peu l'environnement, la croissance sera molle globalement partout. On voit pas de ralentissement fort du tout. C'est une croissance molle, donc un soutien aux économies correctes, mais rien d'extraordinaire. Des taux globalement directeurs qui sont maintenant bas en zone euro et qui vont encore un peu baisser aux États-Unis. Tout ça, c'est plutôt quand on regarde les résultats des entreprises américaines. Ça va être positif et on aura encore une belle croissance. Normalement, en Europe, ça devrait être le cas aussi. Ça devrait délivrer. Il faudrait que ça délivre. Donc, plutôt une hausse des marchés actions, modérée a priori. Des marchés obligataires qui ne devraient pas faire grand-chose, mais avec un portage qui reste attractif. Donc, ce n'est pas des marchés explosifs à la hausse. Ce n'est pas non plus des grandes inquiétudes ou des grands risques. C'est un prolongement de 2025 modéré, mais qui doit satisfaire tout le monde. Voilà, ça reste un scénario raisonnable. Ouais. Ça applique au crédit, ça aussi, cette idée-là, Thomas ? Oui, pour le moment, on en a parlé. Les spreads sont bas, mais il y a peu de raisons pour lesquelles on les verrait augmenter fortement. Mis à part Black Swan ou quelque chose comme ça qu'on ne peut pas définir, mais pour le moment, dans ce qu'on voit, il n'y a pas de risque particulier. Au niveau taux, ça sera une année, on en a déjà parlé. Banque centrale, ça ne devrait pas trop bouger. La Fed, peut-être baisser encore un petit peu. Moi, j'ai toujours mon call qui est toujours le même. Qui est toujours le même depuis 3 mois. UK, qui a bien marché d'ailleurs depuis qu'on s'est vu en septembre. Là, il y a de la valeur. Non, mais c'est le seul taux à 10 ans depuis 3 mois qui est en baisse. Donc, ça a bien marché. Rachel Lee va délivrer un budget correct. Elle a délivré un budget. Non, elle a délivré un budget avec un vrai coussin, avec des vrais. Oui. On n'est pas capable de le faire en France pour le moment. Ils l'ont fait. Et la prime de risque est toujours là. Il reste un petit peu à tirer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thomas Vett, Spirit Asset Management, Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors et Benoît Vesco de Lubac Asset Management.